Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 4 novembre. Tapis rouge pour Hu Jintao, le président chinois qui, à peine arrivé en France, signe en ce moment même une série de contrats à l'Elysée, Total, Airbus, 102 appareils vendus, Areva qui construira une usine de retraitement. Débat dans le 19h. L'Occident est-il aveuglé par la Chine ? À 2 jours d'une nouvelle journée contre la réforme des retraites, série de manifestations et d'actions aujourd'hui dans les aéroports ou encore dans les facs. L'intersyndicale se réunit en ce moment même pour décider de la suite à donner au mouvement. Le remaniement, François Fillon se remet dans la course, poussé, dit-on, par Nicolas Sarkozy, qui flatte néanmoins aujourd'hui Jean-Louis Borloo et François Baroin pour leur qualité. Le décryptage dans ce journal d'Emmanuel Kessler. Et puis notez que Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste de Lyon, est notre invité ce soir. C'est la personnalité la plus puissante de la planète, désormais devant Barack Obama, selon le magazine Forbes. Hu Jintao est arrivé à Paris pour une visite d'État de 4 jours, accueilli en grande pompe à Orly par le couple présidentiel. La nouvelle lune de miel entre Paris et Pékin, avec à la clé des milliards d'euros de contrats, trouve en Nicolas Sarkozy un artisan convaincu. Le chef de l'État s'est exprimé aujourd'hui à Troyes sur ce sujet. Nous l'écoutons. La Chine ne doit pas être vécue comme un risque, mais comme une opportunité. C'est très important. Nous allons signer des contrats très importants. Nous allons engager des discussions très importantes à la veille de la prise par la France de la présidence du G20. Et quand on reçoit quelqu'un, il faut bien le recevoir. Et ce n'est pas en reprochant aux gens des choses qu'on fait avancer les dossiers. C'est en essayant de les comprendre, qu'eux vous comprennent aussi, et de trouver un compromis et qui soit à l'avantage des deux partenaires. On est sur la même planète. On est dans un monde où tout le monde est devenu interdépendant des autres. Nicolas Sarkozy dans la ville de François Baroin, comme on l'a vu sur cette image. Les associations de défense des droits de l'homme reprochent de leur côté le silence français après l'attribution du prix Nobel de la paix au dissident Liu Xiaobo. Ils se sont donc réunis aujourd'hui pour manifester dans la capitale, au pied de la Tour Eiffel. Dans la moisson de contrats chinois, je vous le disais, une commande d'Airbus pour plus de 3,5 milliards d'euros, mais pas d'A380. L'avion géant du constructeur européen voit son image écornée par l'explosion d'un moteur sur un appareil de la compagnie Qantas, obligé d'atterrir d'urgence à Singapour la nuit dernière. Rolls-Royce recommande des examens sur l'ensemble de ces moteurs. La flotte d'A380 d'Air France est équipée de moteurs d'un autre motoriste et les appareils ne sont pas cloués au sol. La course pour Matignon, relancée par François Fillon lui-même, qui défend son bilan social et prône la continuité. Une pierre dans le jardin de Jean-Louis Borloo. On dirait Santa Barbara, s'exclame Cécile Duflot, la secrétaire nationale des Verts, à propos du remaniement. Effectivement, le feuilleton commence à durer 6 mois déjà. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Alors, Michel. Verra-t-on bientôt la fin de la saison 1 ? Écoutez, c'est un classique en tout cas des grandes séries quand on les suit épisode après épisode. En fin de saison justement, il y a toujours un rebondissement, un événement inattendu qui vient relancer le suspense. Et voilà donc qu'un des personnages clés de l'intrigue, on croyait qu'il allait quitter le feuilleton, il fait d'insistantes offres de service pour rester. Alors toute la question est de savoir s'il y a été poussé par le scénariste lui-même. Eh bien la réponse est oui, selon plusieurs ministres. Le chef de l'État a bien demandé à François Fillon de dire clairement s'il souhaite ou non rester à Matignon. Il y a 2 éléments qui ont dû pousser le Premier ministre à le dire maintenant. C'est d'abord que l'offensive médiatique tous azimuts de Jean-Louis Borloo, son insistance à dire qu'il faut un tournant social pour la fin du quinquennat, ce qui a le don d'irriter François Fillon, qui récuse complètement l'idée que le social aurait été négligé. Et puis l'autre aspect des choses, c'est que dans les dernières propositions de Jean-Louis Borloo, et je m'y perds moi-même, il y a par exemple le Grenelle de la fiscalité qui a beaucoup irrité les parlementaires de l'UMP, qui clairement maintenant s'affiche pour un maintien de François Fillon et estime, ils le disent à mi-mot, que Jean-Louis Borloo ne tiendrait pas la route. Alors, l'auteur du scénario continue quand même de prendre un malin plaisir à brouiller les pistes. Il s'est affiché aujourd'hui
à 3 chez un outsider, François Baroin, mais en insistant clairement sur les mérites de Jean-Louis Borloo au ministère de l'Environnement, Jean-Louis Borloo qui l'a accompagné et qu'on a revu, vous l'avez vu sur les images, avec le président de la République pour signer les contrats chinois. Le problème, c'est qu'à faire trop durer le suspense, eh bien, il risque de s'installer une forme de lassitude. Les autres acteurs ne font plus rien. Les ministres attendent tous de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Quant au spectateur lui-même, il pourrait aussi se lasser un peu de ces épisodes et du coup c'est le début de la saison 2 qui devait démarrer en trombe qui pourrait ne pas être aussi spectaculaire qu'on pouvait l'attendre. En tous les cas, les spectateurs, vous les évoquez, selon un sondage publié par la Tribune ce matin, 8 Français sur 10 estiment que le remaniement ne devrait pas permettre au chef de l'exécutif de trouver de meilleurs sondages dans l'opinion sociale. Justement, alors qu'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites aura lieu samedi, l'intersyndicale se réunit ce soir pour envisager déjà les suites. Le mouvement se poursuit malgré le vote de la loi, mais de façon sporadique. Aéroport, fac, lycée, le point ce soir avec Fabrice Cunet. Roissy, Toulouse, Nantes, opération blocus ce matin, des accès à certains grands aéroports, histoire de rappeler que le mouvement social continue, mais cette stratégie de l'intersyndicale a atteint ses limites. En fait, ces modalités d'action se sont révélées impopulaires. Les Français ne les ont pas appréciées, alors même que le thème de la grève était très populaire auprès des Français. Donc il y a quand même un point qu'il faut noter. Donc dès lors, ce type d'initiative, finalement, ne pourrait pas permettre de relancer efficacement un mouvement. Dans plusieurs secteurs, comme les agents territoriaux à Marseille ou les raffineries, retour à la normale progressif. Alors les regards se tournent vers lycéens et étudiants qui tentent de mobiliser. Bien sûr, on appelle tous les lycéens à se mobiliser au maximum samedi aux côtés des salariés pour montrer au gouvernement qu'on est toujours opposé à cette réforme et qu'il doit refuser de promulguer cette loi et reprendre les négociations. Dans les facultés, des AG se sont tenus à Montpellier, Nantes ou Toulouse. Et pas question de parler d'essoufflement. Moi j'ai juste envie de dire que la mobilisation étudiante elle n'est pas terminée, contrairement à ce que certains voulaient faire passer comme image la semaine dernière. On voit que les étudiants sont toujours mobilisés sur cette question-là et surtout le juge de paix ça sera la journée de samedi aux côtés des salariés. Quelle que soit la mobilisation de samedi, il faudra trouver une suite à donner au mouvement. Les syndicats sont divisés sur la question. La grogne sociale est à un tournant. Mise en liquidation judiciaire de la filiale française de l'équipementier Molex, le groupe américain a cessé de financer le plan social de l'usine de Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, a répété aujourd'hui sur Public Sénat que l'État sera attentif à ce que les 19 salariés voient leurs indemnités versées. Les sénateurs vont-ils maintenir le forfait de 30 € imposé par les députés aux bénéficiaires de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les sans-papiers, une mesure très controversée? Flora Sauvage. Il n'y a pas de petite économie. Pour les députés UMP, les étrangers en situation irrégulière qui bénéficient de l'aide médicale d'État gratuite vont devoir désormais débourser 30 € pour bénéficier d'une couverture médicale. Au Sénat, le rapporteur de la mission santé met en avant le coût de l'aide médicale d'État pour justifier le forfait de 30 €. 588 millions, c'est important, ça devient quand même une somme dans dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il est normal que l'on regarde de plus près. Notre pays est particulièrement attractif pour la qualité de ses soins et il y a tout de même une sorte de noria de certains pays étrangers pour venir se faire soigner en France. Pour les organisations de médecins, ce forfait revient à écarter une partie des personnes de l'accès aux soins. Olivier Bernard est président de Médecins du Monde. Il critique cette décision qui stigmatise les étrangers. La mise en place d'un ticket d'entrée de 30 € couvrirait, et c'est les mots même d'un des conseillers budgétaires de Mme Bachelot, moins de 1% des frais du dispositif aide médicale État. Donc on voit bien qu'on est dans une démarche qui n'est pas financière, mais dans une démarche qui est de nature symbolique et politique. En 2009, l'aide médicale d'État a bénéficié à 215 000 personnes dont les ressources étaient inférieures à 634 € par mois. Audition ce matin des directeurs de la police nationale et du renseignement intérieur par la délégation parlementaire en charge de ces questions. Messieurs Pechnard et Squarcini ont été interrogés durant 2h30 par les 4 députés et les 4 sénateurs. Audition au départ prévue sur le terrorisme, mais qui s'est focalisée sur les affaires d'espionnage de journalistes. Les travaux de la délégation parlementaire sont couverts par le secret défense. Des journalistes de Mediapart affirment avoir été géolocalisés lors de leurs enquêtes ces dernières semaines. La suite du 19h avec notre premier invité, Gérard Collomb.
Le sénateur maire socialiste de Lyon est donc avec nous, Gérard Collomb, bonsoir. Bonsoir. Il y avait encore des manifestants dans votre ville aujourd'hui, hein, quelques centaines d'étudiants contre la réforme des retraites. Il n'y a pas eu de débordement, en raison, bien sûr, d'une forte présence désormais des policiers. Est-ce que, pour vous, la page des retraites est tournée? À mon avis, elle ne sera véritablement tournée qu'en 2012. Je pense que si le gouvernement socialiste revient, il remettra le problème des retraites à l'ordre du jour. Vous savez que personnellement, je l'aborde quelquefois sous un angle un peu différent. Vous êtes pour un relèvement de l'âge de départ, hein? Moi, je suis en fait pour le système suédois qui fait qu'il n'y aurait plus d'âge légal, mais qu'on pourrait effectivement prendre sa retraite comme on le souhaite, avec un système de points qui permettrait de faire que les gens qui ont travaillé plus longtemps puissent partir plus tôt, et que ceux, effectivement, qui ont fait des études un peu tardives puissent partir plus tard. Est-ce que vous comprenez que les ténors du PS ne voient pas leur code progresser dans l'opinion, malgré leur engagement contre la réforme? Oui, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une grande crédibilité. Les gens voient bien qu'au niveau social, par exemple, on est plutôt disposé à être à l'écoute des salariés. Mais en même temps, ce qu'ils recherchent chez nous, c'est la crédibilité économique. Est-ce qu'ils veulent faire? Pour vous, ce sera possible. Elle n'est pas au rendez-vous pour l'instant. J'espère qu'elle le sera. Si, par exemple, Dominique Strauss-Kahn revient, je suis persuadé qu'il trouvera la crédibilité économique. Oui, alors justement, parlons de lui, hein, DSK. Aujourd'hui, le FMI, tout en conseillant d'éviter la rigueur, a salué le relèvement de l'âge de la retraite de 2 ans, car c'est bon pour le Pays-Bas. Et est-ce ainsi, selon vous, que DSK peut séduire le peuple de gauche? Le FMI est un organisme officiel dont effectivement Dominique Strauss-Kahn est président, mais qui a d'autres rapports. Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème des retraites est un problème qui est posé dans toute l'Europe. Moi, je suis allé l'autre jour au Portugal pour le match Benfica-OL, qui était un peu difficile. J'ai bien vu qu'ils étaient, par exemple, en train de relever l'âge de leur retraite, eux, de 65 à 67. Ça veut dire que dans tous les pays européens, il y a cette difficulté qui est due à quoi? D'abord, le nombre d'actifs baissant par rapport au nombre de retraités, et ensuite l'état de la situation économique de l'Europe. Ça veut dire que forcément, il faut prendre un certain nombre de mesures. Vous avez vu le dossier et la couverture de Newsweek Europe cette semaine sur DSK, l'homme qui pourrait diriger la France ou le monde. Alors, si c'est ça l'alternative, vous le conseillez plutôt de se contenter de la France? Oui, moi je lui conseillerais de venir en France, surtout que finalement, c'est pas plus sûr au FMI que du côté de la France, parce que je sais, par exemple, le président chinois est en France, que du côté de la Chine, on se dit que peut-être la prochaine fois au FMI ne faudrait-il pas un occidental, mais quelqu'un des pays émergents. Donc vous voyez, il y a de sûreté ni d'un côté ni d'un autre, donc je lui conseille de prendre tous les risques et de venir en France. Vous avez des échanges avec lui, parce que la grande question, c'est à qui parle-t-il? Personne, je crois. Personne, même pas à vous, hein? Non, même pas à moi. Surtout pas à moi. Moi, vous savez, je le soutiens bénévolement. Mais je crois qu'il a quand même dans son passé, quelque part en mémoire, la prise de position pour Ségolène Royal lors de la dernière présidentielle. Et voilà, peut-être... Ça laisse des traces. Est-ce que vous confirmez que vous allez bientôt publier un livre pour conjurer les dirigeants socialistes français à ne pas faire des promesses inconsidérées? Je crois qu'il faut qu'on parle juste. On est dans une situation où aujourd'hui les déficits sont énormes, où d'ailleurs ils sont cachés par le gouvernement. Un certain nombre de parlementaires le disent. Par exemple, M. Mariani, au Sénat, fait des rapports qui montrent que la situation est bien pire que celle que l'on dit aujourd'hui. Marini, oui. Que celle que l'on évoque aujourd'hui. Donc il faut que les socialistes sachent que lorsqu'ils vont arriver au pouvoir, non seulement les caisses seront vides, mais que la dette sera énorme. Benoît Hamon, en tous les cas, semble prêt, lui, à se lancer dans les primaires. Si DSK se présente, manière de défendre, selon lui, l'ancrage à gauche du Parti socialiste, qu'est-ce que vous répondez au porte-parole de votre parti, Gérard Collomb? Tout simplement qu'il y a toujours eu au Parti socialiste
à la fois une majorité de réformistes, mais en même temps une minorité de gauche. Il se trouve qu'aujourd'hui, cette minorité de gauche se trouve dans la majorité du PS. Je regrette un peu cette situation, mais c'est comme ça. Donc il a raison pour la ligne radicale qu'il propose pour le PS d'afficher cette possibilité. Mais vous ne craignez pas que les primaires favorisent l'aile gauche, justement, de la gauche? Vous savez, je crois que je regarde un petit peu, pas simplement l'intérieur du PS, mais en même temps, si on fait les primaires, ce qu'est aujourd'hui l'état de l'opinion publique. Et à mon avis, elle est quelquefois beaucoup plus réaliste qu'un certain nombre de dirigeants du PS dans l'aile gauche du PS. Les gens se rendent compte de la situation économique de notre pays. Ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir être juste, mais en même temps d'avoir la capacité de réaliser les réformes que nous proposerons aujourd'hui. Allez, toute autre chose. Est-ce que vous jugez aberrant le rapport de Jean-Marie Bockel sur la prévention de la délinquance juvénile, qui reprend notamment l'idée d'un repérage des troubles du comportement des 2 ou 3 ans? C'est ce que nous faisons dans nos villes. Alors je vous signale par exemple que dans nos écoles, à l'école primaire, à la ville de Lyon, nous avons toute une série de psychologues qui regardent ce que sont les enfants du primaire. Dans nos crèches, nous avons également des psychologues. À cet âge-là? Bien sûr, c'est à partir de cet âge-là qu'on détecte effectivement ce qui ne va pas. On le détecte assez jeune. C'est ce que nous faisons et nous essayons de pouvoir corriger les difficultés que peuvent avoir un certain nombre d'enfants. Vous les repérez non pas pour les qualifier de délinquants, mais... Non, pas à 2 ans. Simplement, on s'aperçoit que c'est très jeune que se forme la personnalité et donc que si l'on veut agir, si l'on veut faire de la prévention, c'est tout au cours de la maternelle et dès le plus bas âge qu'il faut effectivement traiter donc, ces finalement, questions. C'est une proposition de Jean-Marie Bockel qui vous satisfait, ça n'est pas aberrant. Je ne sais pas, c'est ce que l'on fait à la ville de Lyon depuis au moins 15 à 20 ans. Il se prononce également pour la responsabilisation des parents. Est-ce que là aussi vous êtes d'accord? Ah oui, c'est plus difficile. Oui. Je crois qu'on voit bien qu'un certain nombre de familles sont en grande difficulté. Et que, par exemple, les propositions qui peuvent découler de cette réflexion, ces propositions, supprimer les allocations familiales, c'est quelque chose qui est bien vu dans l'opinion publique. Mais moi, je peux vous dire, en tant que maire, connaissant les difficultés d'un certain nombre de familles dans les quartiers, que ce n'est pas ce qui résoudrait le problème. Ces familles sont déjà perdues, ce n'est pas comme cela qu'on peut les aider. La visite du numéro 1 chinois, vous l'avez évoqué, Gérard Collomb, faut-il oublier les droits de l'homme pour vendre à la Chine? Moi, j'ai reçu M. Hu Jintao lorsqu'il était venu faire une tournée. Avant d'être président de la Chine, il avait fait une tournée européenne et était venu à Lyon. Parce qu'il se trouve qu'à Lyon, il y avait un institut franco-chinois fondé dans les années 1920 et que tous les dirigeants de la Chine communiste moderne sont passés par là. Je crois qu'il faut à la fois, évidemment, prendre en compte ces questions. Mais je pense que ce que disait vous voyez, le président Sarkozy tout à l'heure n'était pas faux. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on dit sur la place publique, il y a ensuite ce qu'on peut se dire en tête-à-tête, et il vaut mieux mettre les choses au clair, je veux dire entre 2 dirigeants, plutôt effectivement que de le mettre sur la place publique. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'aider. La nouvelle donne des relations franco-chinoises. J'ai toujours pensé, par exemple... Non, mais là, il y a eu une inflexion donnée par Nicolas Sarkozy, il y avait eu une brouille. Vous approuvez la nouvelle inflexion donnée par le chef de l'État? J'ai toujours pensé, par exemple, quand il y avait les problèmes d'apartheid en Afrique du Sud, et qu'il y avait des mots d'ordre de boycott qui étaient lancés, que la meilleure façon de faire évoluer, c'était de continuer à avoir des relations économiques, des relations les plus fortes possibles, de manière à faire évoluer les choses. Il se trouve que je connais un peu la Chine. Je pense qu'en l'espace de 15-20 ans... des relations avec Canton particulièrement. Oui, et nous étions présents avec la région Rhône-Alpes à Shanghai. Donc nous sommes présents assez souvent en Chine. Et donc je crois qu'il faut considérer ce pays et attendre des évolutions qui ont existé sur le plan économique, et donc je suis sûr qu'elles existeront sur le plan politique aussi. Eh bien, nous posons la question dans le 19h ce soir. L'Occident est-il aveuglé par la Chine? On en parle avec nos 2 invités qui nous rejoignent dans 1 minute. D'abord, les contrats, beaucoup ont été signés tout à l'heure à l'Élysée. Élisée Cardi. Qui ont dit long sur l'importance accordée à l'invité Nicolas et Carla Sarkozy à l'arrivée de l'avion présidentiel chinois pour accueillir Hu Jintao et son épouse en visite d'État de 3 jours.
La rencontre et les honneurs doivent faire oublier définitivement la brouille autour du Tibet et de la rencontre de Nicolas Sarkozy avec le Dalai Lama en 2008. Surtout, ce rapprochement a des enjeux économiques où les droits de l'homme n'ont pas leur place. L'espoir de plus de 20 milliards d'euros de contrats pour les entreprises françaises. Alcatel-Lucent aurait déjà signé 3 contrats pour plus d'1 milliard d'euros. Airbus également avec 36 avions vendus et Areva qui espère également 3 milliards d'euros de contrats. Mais au-delà, Nicolas Sarkozy doit aussi préparer l'avenir. La présidence du G20 en 2011 accordée par la Chine. Et en France, la création d'un pôle d'activité franco-chinois à Châteauroux à partir de 2012. Des projets pour prouver que la réconciliation n'est pas que de façade. Voilà, nous ont rejoint Hakim El Karoui, bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre « Réinventer l'Occident », un livre dans lequel vous mettez en garde contre l'aveuglement occidental face à la Chine. Avec nous également Jacques Van Minden, bonsoir. Vous êtes le président du Cercle franco-chinois, vous sur une position tout à fait opposée. Hakim El Karoui, vous avez été conseiller, je le rappelle au passage, de Jean-Pierre Raffarin à Matignon. Aujourd'hui, vous êtes banquier. Est-ce que vous êtes heureux de voir, là, comme il y a un instant, les présidents français et chinois signer à tour de bras des contrats à l'Elysée pour des milliards Areva, Total, Airbus ? Écoutez, on ne peut pas être malheureux de voir que l'industrie française réussit à l'exportation. Franchement, donc non, je ne suis pas malheureux. Au contraire, je suis très heureux. Là où je pense qu'on se trompe, c'est pas sur la Chine, c'est sur nous-mêmes. C'est nous qui nous trompons. Qu'est-ce qu'on s'est dit pendant longtemps? On s'est dit la Chine est un formidable marché. On s'est dit aussi, en Chine, grâce à la Chine, on va pouvoir produire à bas coût et réimporter en Europe, aux États-Unis, des produits par des entreprises occidentales. 50%, 55% des exportations industrielles chinoises sont le fait d'entreprises occidentales. Et puis on s'est dit aussi, la Chine va nous financer. Elle va financer notre dette. Elle va acheter des bons du Trésor, des obligations européennes. Qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui ? On se rend compte qu'il y a un formidable marché, mais que ce marché, il se réduit au fur et à mesure que les entreprises chinoises montent en gamme. La Chine a lancé l'an dernier un plan de relance extraordinaire, 13% du PIB, et elle a réservé une bonne partie de ses marchés publics à des entreprises chinoises. Est-ce que les Chinois ont raison? Oui. Est-ce que nous avons tort de ne pas être unis face à la Chine? Oui aussi. Deuxième chose, on s'est dit, la Chine va se spécialiser dans le bas de gamme. J'étais, vous le rappeliez, conseiller de Jean-Pierre Raffarin au moment du démantèlement des accords multifirmes. Vous saviez, ces accords qui permettaient de protéger, entre guillemets, l'industrie textile européenne. Et on disait, c'est pas grave, il faut leur permettre d'accéder à nos marchés. Nous, on va leur vendre nos Airbus, eux, ils vont nous vendre leurs t-shirts. Alors ? Ben, on se rend compte qu'ils ne fabriquent pas que des t-shirts. Et notre arrogance d'occidentaux sur deux, aujourd'hui, elle est mise à mal parce qu'on prend le cas de l'aéronautique, on peut le prendre le cas du ferroviaire. Aujourd'hui, l'équivalent du TGV en Chine, il est plus performant, il est ou en chinois, tout cas aussi performant que le TGV français. Et il est chinois. Et il fabrique des avions avec la technologie Airbus. Alors, bon, on a compris que vous nous mettez en garde. Contre nous-mêmes. Contre les Chinois. Mais aussi contre un pacte avec le diable, hein, quand même. C'est pas ce que je dis. Hein. Oui, alors contre nous-mêmes. Donc vous nous demandez de changer notre rapport suicidaire avec la Chine. Et là, est-ce que je me fais l'interprète de votre pensée, en un mot? Plutôt, c'est mieux que le pacte avec le diable. Alors, votre suicidaire, réponse, c'est trop fort. Jacques Van Minden, à tous ces arguments qui portent quand on connaît la désindustrialisation de l'Europe et particulièrement de la France. Je crois que monsieur a tout à fait raison dans tout ce qu'il a dit. Il faut d'abord se regarder nous-mêmes, regarder ce que nous sommes capables de faire, nous les Européens, vis-à-vis de la Chine. Moi, je suis le vétéran. Aujourd'hui, monsieur Collomb, on se connaît très très bien et depuis des années, puisque le siège du Cercle franco-chinois, et je le dis encore ce soir, est à Lyon. Et donc, je suis très content qu'on y soit. J'ai assisté, monsieur Collomb, dans plusieurs de ses voyages, notamment la route de la soie avec les camions derrière. Vous reprendrez vos souvenirs communs un peu plus tard. Mais répondez sur le fond des choses, là. Moi, je ne vais pas répondre. Je ne parle pas de pactiser avec le diable. Pour moi, le diable, il n'y a pas de diable. Il n'y a pas de diable, il y a une réalité. Aujourd'hui, l'Europe, le monde entier est en crise. Il faut reconnaître que la Chine, avec son presque 1,4 milliard d'habitants, des gens qui travaillent une moyenne de 65 heures par semaine
Il y a des gens qui sont très riches, il y a des gens qui sont moyens, riches, mais il y a des très pauvres qu'il ne faut jamais oublier. Moi, je ne vais pas non plus seulement dans la Chine riche, je vais aussi dans la Chine profonde. Justement, on se demande si la Chine ne va pas nous imposer un nouveau modèle économique et social. Sur ce point-là, qu'est-ce que vous dites sur les deux? C'est pas du tout son intérêt. Moi, je viens surtout parler au nom des PME, parce que ça, c'est très beau, on signe des contrats de milliards. Aujourd'hui, ils étaient prévus. Nous, on nous apprend rien, on les connaît depuis longtemps. Mais il faudrait parler également des investissements chinois qui sont sous le coude et qu'on ne peut pas faire pour des problèmes administratifs français. D'accord. Enfin, si on met dans la balance d'un côté les périls et de l'autre les avantages, pour vous, il n'y a pas photo. Les avantages l'emportent. Alors, Hakim El Karoui, vous, c'est un autre point de vue que vous défendez, et vous épinglez notamment le protectionnisme chinois. Alors, faut-il répondre avec les mêmes armes, même si vous ne voulez pas utiliser la même formule pour la France? Il faut d'abord comprendre ce que fait la Chine. Est-ce que les Chinois sont légitimes pour se dire il faut que notre peuple s'enrichisse? Oui. Est-ce qu'ils ont raison de protéger leur industrie qui est encore dans l'enfance? Là aussi, oui. Le problème, encore une fois, il n'est pas en Chine, il est de notre côté. Justement, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on a ouvert absolument les frontières commerciales européennes et américaines au risque de la désindustrialisation. On l'a fait de façon rationnelle. On s'est dit, c'est pas grave, on va pouvoir importer à bas coût des produits pas chers, ça va nous permettre de lutter contre l'inflation. Et puis nous, on va se spécialiser dans le haut de gamme, dans l'intelligence, dans la valeur ajoutée. Ce que disent les Chinois, c'est que, eh bien non, nous n'avons pas le monopole de l'intelligence. Nous devons donc être modestes. Je pense que la Chine, c'est la fin de l'arrogance occidentale. Mais maintenant, il faut organiser le monde. Aujourd'hui, on a un système où on a en Asie des gens qui produisent, qui surinvestissent et qui consomment peu. Et on a en Europe et aux États-Unis des gens qui produisent de moins en moins et qui n'investissent plus et qui ne consomment plus. Et comment, jusqu'à présent, on a fait la balance en endettant l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, qui défend les idées là, que vous portez dans cet essai? Politiquement, vous avez été la plume de Jean-Pierre Raffarin. On sait qu'il fait tout pour développer les relations avec la Chine. Aujourd'hui, selon vous, quelle politique incarne ces idées? Des sénateurs et des représentants américains. Les États-Unis sont le pays le plus désindustrialisé et le pays en même temps le plus connecté à la Chine. Il n'y a pas de reprise économique aux États-Unis parce que les gens n'ont pas confiance dans l'avenir et ils ne peuvent plus s'endetter. Et donc eux, ils ont conscience bien avant nous de là où on va. Là où on va, c'est un système qui est devenu totalement instable avec des déséquilibres extraordinaires. Donc il faut rééquilibrer le monde, il faut le réorganiser et je pense qu'une alliance intelligente entre l'Europe et les États-Unis, non pas contre, mais pour une organisation du monde, est aujourd'hui absolument nécessaire. D'accord. Ce ne sont pas les souverainistes français, par exemple, qui défendent les idées que vous exposez ce soir. On a posé la question aux internautes du nouvelobs.com. Faut-il oublier les droits de l'homme pour vendre à la Chine? Alors on regarde les réponses. Non à 76%, oui 21% seulement. Monsieur Van Minden, la question du prix Nobel de la paix chinois n'a pas été abordée d'après nos informations.